pour que souffle un ouragan de bonheur. Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Salut les amis. Bienvenue dans cette édition spéciale que nous devons faire parce que nous sommes officiellement entrés dans une période assez particulière. Alors, on va commencer par le début. Dans les dossiers Epstein qui sont sortis récemment, certaines personnes ont commencé à pratiquer la même idée que Pizzagate dans ces documents. C'est-à-dire, dans Pizzagate, l'affaire Pizzagate, c'était pas à propos de la pizzeria Comet Ping Pong, je sais pas quoi. C'était par rapport à un nom de code que les pédocriminels utilisent pour décrire les enfants et leurs crimes. Okay? Par exemple, pizza, c'est pour dire une petite fille. Hot dog, c'est pour dire un petit garçon. Le fromage, ça veut dire telle chose. Et donc, je sais que ça paraît fou comme ça, mais ces choses-là sont confirmées par le FBI et on a des emails qui ont été sortis à l'époque avec Wikileaks où on entendait des phrases genre « Est-ce que tu peux me donner une pizza pour 1 heure ?» Alors, je sais pas comment ça fonctionne, manger une pizza pour 1 heure, mais c'était pas dans une réservation de resto, c'est genre « Est-ce que tu peux me prêter ta pizza pour 1 heure ?» C'est en gros, c'est ça que ça voulait dire. Bon, voilà, je vois pas l'utilité. Donc, il y a des choses comme ça. Et dans les dossiers Epstein, on est entré dans le sujet affreux du cannibalisme. C'est justement, on va regarder ces choses-là ce soir, mais surtout, cette émission va avoir comme objectif de rappeler certains éléments essentiels pour que ces choses-là ne nous attirent pas au fond de l'humanité. D'accord? C'est vraiment, nous devons être forts psychologiquement, spirituellement, pour pas que ces choses-là nous déforment à l'intérieur. Ok? On va parler de ces choses-là, mais avant de commencer quoi que ce soit, on va commencer en partageant un extrait d'une émission qu'on avait fait le 7 août 2021, justement sur le Pizzagate. J'ai mon écran à nouveau. Vous vous rappelez là, je vous ai dit que cette façade-là, ça va leur revenir dans la gueule. Ça, c'était l'article que Vice avait écrit sur nous, en disant qu'on est des QAnon, qu'on parle des sujets pédosatanisme, cannibalisme, machin truc, et ils se foutaient de nos gueules. Et ils avaient fait cette couverture-là, donc là c'est qu'on va voir un peu. Première version. Ça, c'est Vice France, ok? Qui se foutait de nous. Des QAnon français, il avait fait un article sur moi et Dan, à l'époque, et il se foutait de nous. Donc là, vous voyez Hillary Clinton, sataniste, avec la main d'un enfant dans sa bouche. Ok? C'est un acte cannibale, on est d'accord? Bon. Donc, et ça sert à rien de lire l'article, mais vous connaissez, hein. On avait dit que cet article-là va mal vieillir. Et surtout, cette façade-là va mal vieillir. Et justement, on a repartagé 3 émissions pour rappeler certaines choses. Mais avant de commencer à parler de tout ça, Rudy, est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments que tu as trouvés récemment et que tu as pu partager avec nous en privé? Tout à fait. Alors, comme tu l'as très bien dit, voilà, il y a des mots de code. Donc tout ça avéré par le FBI, et même pas le FBI de Trump, hein, ça a été avéré avant. Donc des mots de code qui sont utilisés pour parler de sujets qui sont interdits évidemment dans tes mails. Si jamais tu consommes de la pédopornographie ou même plus que ça, tu vas pas en parler directement. Donc il y a ces codes qui sont devenus maintenant assez connus. Donc tu mentionnais cheese pizza, hot dog et compagnie. Donc ça, c'était dans les emails de Podesta, John Podesta, WikiLeaks et compagnie. On a beaucoup parlé de ça dans le passé. Donc dans les emails de, comment il s'appelle, Jeffrey Epstein, dont il est question, dont il est massivement question en ce moment, des gens se sont posé la question, est-ce qu'on ne trouverait pas les mêmes choses? Et sans arriver à des conclusions définitives, on peut néanmoins affirmer qu'il y a des choses extrêmement troublantes. Donc j'ai pris des idées à gauche, à droite de gens qui disaient tiens ceci, tiens cela, regarde, et voilà, j'ai un petit peu creusé la question moi-même. Creusant cette question, ça m'a amené à d'autres termes qui m'ont amené à d'autres termes. Donc voilà. Donc ce que je vais vous raconter ici, c'est le fruit de quelques heures de travail. À prendre avec des pincettes. On verra ce que ça nous dira. Mais voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce qui m'a profondément troublé.
Donc là, on va parler notamment du mot beef jerky. Beef jerky, c'est pas quelque chose qui est très très connu, je crois, en France et en Europe, mais c'est extrêmement connu aux États-Unis et enfin en Amérique du Nord en général. Le beef jerky, regarde, t'as à droite, t'as une photo, tu sais, dans les petites vignettes là, voilà. Donc c'est du bœuf séché, voilà, c'est du bœuf, c'est séché, c'est très salé, c'est pas spécialement bon si vous voulez mon avis. Ça très pratique pour tout ce qui est camping, randonnée, parce que voilà, c'est sec, c'est de la viande, c'est plein de protéines, ça se conserve bien dans un sac sans avoir besoin de le mettre au frais ou quoi. Intéressant aussi, vous allez voir, là c'est pour, je sais pas, une trentaine de grammes, je crois. Vous avez le prix, ça coûte moins de 4 € pour 30 grammes, donc quelque chose de, ma foi, tout à fait abordable. Ça aura son importance un petit peu plus tard. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle du beef jerky. Les gens se sont posé la question de pourquoi est-ce qu'il y a des centaines d'occurrences au beef jerky dans les fichiers Epstein. Donc je suis allé voir. Et effectivement, il y a des centaines d'occurrences dans les fichiers Epstein. J'en ai pris quelques-unes. J'ai pas eu le temps de toutes les voir. Laissez-moi un... Tiens, Rudy, je te les sors avec la traduction à l'écran si tu veux. Ok, alors voilà, JE, donc Jeffrey Epstein, demande que vous lui apportiez davantage de viande séchée vendredi. Prenez-vous également l'avion vendredi? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais venir la chercher chez vous. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus, s'il te plaît? Je sais pas si c'est Thierry ou si c'est toi. Dans le texte, je peux pas. Dans le texte, je peux pas. Ok, d'accord. Et l'emporter avec moi dans l'avion. Si on fait ça, Thierry. Pardon. Si on fait ça, Thierry, avec l'autre plan. Voilà. C'est mieux. Merci, c'est beaucoup mieux. Ouais, merci de me le faire savoir. Donc, bon, premier truc qui attire un petit peu l'attention, on parle de beef jerky, un truc qui coûte 4 balles. Petit rappel, Jeffrey Epstein était milliardaire quand même. Et ils sont en train de se poser la question, est-ce que tu peux me l'amener? Si jamais tu en as pas, est-ce que tu peux me l'amener dans l'avion ou quelque chose comme ça? Bon, ok, déjà premier élément. Mais ça continue, ça va un petit peu plus loin. Je te laisse, il n'y a pas spécialement d'ordre dans les mails. Donc je les prends comme ils sont. Mais surtout, c'est étrange de demander à une personne en particulier, sinon je viendrais le chercher chez vous alors que tu le trouves dans n'importe quelle boutique, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un truc assez commun. Alors, celui-ci... Il va arriver à le traduire, ouais. Alors, la vieux dicton qui dit « Le chien a mangé mes devoirs ». Eh bien, mon chien a mangé le bœuf séché, donc le beef jerky. Je cherchais le bœuf séché car je savais qu'il était dans ma valise. Puis j'ai pensé que je l'avais peut-être laissé à la plage. Mais j'ai fini par trouver... tu peux décaler un tout petit peu la fenêtre, Léo? J'ai la fin. Ouais. J'ai trouvé le petit sac en plastique près du lit de mon chien, donc pas de bœuf séché. Je vais envoyer un email à Francis pour qu'il nous en prépare davantage, car j'ai besoin de 170 à 225 grammes à envoyer au laboratoire. Et je transmettrai à Francis ces informations à envoyer directement au laboratoire. Donc il faut savoir que dans la petite histoire qui se raconte au cours de ce bœuf séché, on va aller voir les emails, mais ils font eux-mêmes leur bœuf séché avec une recette qui donne absolument pas du bœuf séché. Donc ils prennent du steak, du gingembre, il y a du lemongrass, je sais plus, je crois que c'est de la citronnelle, le lemongrass. Et donc bref, tout un tas de choses qui ne vont pas dans le bœuf séché. On verra qu'ils ont des gros problèmes pour conserver ce bœuf séché au frais. Ils se demandent est-ce qu'on doit le mettre au frais ou pas, alors que l'intérêt du bœuf séché, c'est que tu n'as pas besoin de le mettre au frais. On verra qu'ils en consomment énormément. Il y a un email qui mentionne que Jeffrey Epstein mange, je crois, jusqu'à 40 pounds par semaine ou quelque chose comme ça, donc 20 kilos de bœuf séché par semaine. Donc il y a des trucs qui sont off, qui sont très très bizarres. Il y a une obsession par rapport au beef jerky. Ils en parlent constamment, ils se les échangent. À un moment donné, ils ont changé la recette du beef jerky et ils sont très très frustrés parce qu'elle n'est pas aussi bonne que celle d'avant, que c'était pas la même recette. Et on sent qu'il y a une forme de frustration par rapport à ça. On va voir, on va continuer. Alors, voilà, bon, Jeffrey m'a demandé que tu lui fasses du beef jerky pour lui. Donc, il l'achète pas, il se le prépare les uns avec les autres. Donc, soit ce sont des esthètes de la gastronomie. Ça, c'est pas l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein? Oui, il faut se méfier parce que Karina Chouliak, on en parle beaucoup en ce moment, comme quoi elle aurait fait des threads sur X qui font beaucoup tourner. Il semblerait qu'il y ait des doutes assez massifs sur son identité et que la personne qu'on voit sur X c'est bien la bonne personne. Oh, là, ça a sauté. Ça a sauté. Le compte sur X auquel tu fais référence, je viens de cliquer, il est plus là. Ouais, c'était qui? C'était des gens, des podcasteurs assez haut niveau qui ont essayé de confirmer son identité et qui ont dit là il y a quelque chose qui coince. Et là, manifestement, il semblerait que son compte ait peut-être été effacé. Il y a quelque chose qui pue dans cette histoire.
Bref. Donc, et elle est centrale, hein, Karina Chouliak, donc la dernière copine connue de Jeffrey Epstein, elle est dans beaucoup de ses emails. Donc ouais, je te propose qu'on aille vite par la suite. Ouais. Juste, Ça, on l'a vu. Ouais, celui-là, on l'a déjà vu. Ouais, il y a peut-être des doublons, hein, désolé. Voilà, celui-là est intéressant. Faut traduire. Commence par celui du bas, s'il te plaît. C'est parce que tu sais, c'est un email, quoi. Donc. Pardon. Bon, je vous commence alors. Bonjour. Il y a. Bah, du coup, je le vois plus. Voilà. Il y a un sac de viande séchée dans le frigo du 71. Merci de le prendre. Et voilà aussi. Elle en a davantage chez elle. Merci de le prendre chez elle également et de tout apporter avec toi. Je suppose qu'il faut le mettre dans un sac isotherme, n'est-ce pas? Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc là, voilà, il y a du bœuf séché. Il faut tout récupérer, le bœuf séché. C'est important de récupérer du bœuf séché. Et il se pose la question, est-ce qu'il faut le mettre dans un sac isotherme? Non, tout le monde le sait, en tout cas aux États-Unis, tout le monde le sait. Le beef jerky n'a pas besoin de se mettre dans un sac isotherme. Et il te dit, et d'ailleurs, il te confirme, alors je sais pas si on a exactement, donc il y a la meuf dont on parlait tout à l'heure. Donc un petit sac isotherme suffira en supplément. Vous savez ce que c'est les sacs isothermes? C'est les espèces de trucs pour apporter les produits congelés du supermarché. Ouais. Voilà, ça ne sert à. Bon, bref, vous voyez là où ça fonctionne pas. Je ne recommanderais pas de l'enregistrer, donc de l'enregistrer dans l'avion. Ok, pas besoin d'une quantité folle de glace, une seule devrait suffire. Bon, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Vous rajoutez ça tout à l'heure les laboratoires, ça fait aucun sens dans ces choses-là. On peut encore en faire 2-3. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bout. Puis après, on va un petit peu. Donc celui-là, on l'a vu. Voilà. Alors, hi Leslie, Jeffrey a demandé à avoir un petit échantillon de bœuf séché qui soit testé pour ses valeurs nutritionnelles. Tu trouveras en pièce jointe les résultats que je viens de recevoir. Voilà. Bon, voilà. C'est bizarre. Vous testez, vous, la nourriture en laboratoire que vous achetez au supermarché? Je sais pas. Ça, c'est un petit peu la même. Hey Jeff, un type, hein, juste un email que t'envoies à Jeffrey Epstein, qui était quand même une personnalité assez haut placée. Hey Jeff, j'avais pensé à te demander comment t'as trouvé le beef jerky? Une ligne, juste ça, d'envoyer un mail à Jeffrey Epstein. Alors un autre email, délicieux déjeuner, le beef jerky. C'est la réponse. Steve et moi, non, c'est pas la réponse, parce que en l'occurrence, la réponse, okay. Il dit qu'il a pas trop aimé. Mais Steve et moi sont très reconnaissants, avant tout, pour ton amitié. Ouais. Vous voyez le truc? Bref. Vous voyez le truc? Délicieux déjeuner, beef jerky, ça fait, bref, voilà. C'est pas du foie gras, c'est pas du saumon fumé, c'est pas du caviar, c'est un truc qui coûte 3 balles et qu'on mange, qui est dégueulasse et qu'on mange dans les randonnées. Donc, il y a un vrai truc qui cloche par rapport à ces histoires de beef jerky, l'obsession qu'ils en ont. Et ça rappelle quand même sacrément leurs histoires de pizza et leurs histoires de walnut. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup, beef jerky? Ça veut dire de la viande d'enfant, de la chair d'enfant, c'est ça, dans le langage pédophile. On n'en a pas la certitude que ça veut dire ça, parce qu'il n'a pas été confirmé par le FBI. Mais c'est vrai que si tu le lis avec ce prisme, ça colle. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme la façon que tu l'expliques. C'est comme si on a lu les mails et on a pensé que ça veut dire ça. Non, c'est les rumeurs dans le milieu pédocriminel disent que beef jerky veut dire de la viande. C'est un mot clé pour parler de viande humaine et particulièrement d'enfants. Ok. Et c'est pour ça que certaines personnes, ils ont eu l'idée de taper ce mot dans les emails de Jeffrey Epstein. C'est comme ça que ça s'est fait, pas dans l'ordre inverse, pas dans l'ordre, on a observé le mont jerky tous ces fois et on s'est dit que ça pourrait vouloir dire ça, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ça je te fais confiance là-dessus, j'ai pas l'historique de comment ça s'est passé, moi j'ai juste la vision que ça fait aucun sens ce qu'il raconte. Ouais. On a vu des emails intéressants, mais dans certains emails, il y a des choses qui sont complètement improbables, comme le beef jerky qui court partout, quoi. Des évocations... c'est vrai qu'il y a des choses qui sont. Vous avez déjà vu très un truc, un repas qui se mange, qui court? Ouais. Donc, comme vous pouvez constater, dans ces emails, il y a ces choses-là. Et si on applique la logique de Pizzagate, et ben en fait, dans les emails de Jeffrey Epstein, on est censé découvrir énormément de choses et surtout confirmer
cette idée de Pizzagate. Alors, Pizzagate, comme on l'a dit au tout début de l'émission, c'est cette histoire de le Comet Pizza, que les médias mainstream cherchent à lier avec la pizzeria Comet Ping Pong, mais en réalité, c'est autre chose. C'est dans les emails de Hillary qui ont été publiés c'était quand, 2017, 2016, 2017. Non, 2016 pendant la campagne. Voilà, 2016. On trouvait des choses bizarres comme Hillary qui disait j'ai hâte d'aller sacrifier un poulet à Moloch. Poulet, dans le langage de ces tarés, ça veut dire enfant. Okay, donc sacrifier. Et pizza, loue-moi une pizza pour 1 heure. Ou ce soir, on va venir manger une pizza à 5 on sera là pendant des heures, tu vois. Et tu peux revenir et on peut remanger quand tu reviendras, avec des choses très, très particulières. Et on s'est foutu de nous. Et bien sûr, les classiques qui disent non, le Pizzagate, c'est l'imaginaire complotiste, etc., etc. Sauf que le fait maintenant d'avoir cette histoire de Pizzagate apparaître de la même façon dans les dossiers Epstein, ça montre 2 choses. Premièrement, que cette histoire est bien réelle, malheureusement. Et deuxièmement, que le réseau Epstein touche aussi à celui de Hillary et que tous ces gens-là, ils se connaissent entre eux en arrière-plan et puis ils font leurs magouilles et leurs trucs et leurs pratiques folles entre eux. Alors, où est-ce que ça nous emmène tout ça? Le phénomène... Avant que tu passes dans tes conclusions, j'aimerais juste terminer parce que dans ces petites recherches que j'ai faites, il y a d'autres mots qui sont apparus sur lesquels j'ai pas d'explication à apporter. Cookies apparaît presque 1 millier de fois. Berries, donc les berries, ce sont des baies, genre les framboises, les bleuets et compagnie, apparaît un nombre significatif de fois. Soda grape, qui veut dire du soda au raisin, qui apparaît de manière très spécifique. Tu vois, on dit pas je vais prendre une pizza et un coca. En plus, associé au mot pizza régulièrement, on va prendre une pizza et un soda de raisin qui, entre nous, j'ai déjà goûté ça, c'est pas bon du tout, hein, mais bon. Donc voilà, il y a ces mots qui apparaissent, il y a des recherches qui doivent être menées par nous, mais toute la communauté des gens qui s'intéressent à ce sujet et qui veulent voir la vérité émerger. Et il y a certainement tout un tas d'autres mots qui vont, et on le rappelle, de gens qui sont pas genre si jamais il y a une mention de 250 fois le mot cookie dans le mail de Jean-Michel qui a rien à se reprocher, c'est une chose. Mais là, on parle de Jeffrey Epstein, on parle de Podesta, avec ses collections artistiques qui sont absolument délirantes, leur connexion avec le spirit cooking, Marina Abramovich, Hillary Clinton et tous les morts qu'il y a autour, Bill Clinton et ses 30 voyages. Donc voilà, il y a quelque chose qui sent sérieusement pas bon au milieu de cette histoire. Et voilà, c'était notamment un des sujets qu'on voulait aborder avec vous ce soir. Bon, moi, je vais terminer là-dessus. Alors, l'angle puisqu'en fait, pour l'instant, ce n'est pas sorti. Ça commence à sortir hier, donc dimanche. Il y a eu un des plus grands streamers au monde, Asmongold, qui en a parlé de cette histoire-là. Et donc, la boîte de Pandore a été ouverte, un grand streamer qui en parle, les médias mainstream qui vont chercher à mettre tout ça sous le tapis comme ils ont l'habitude, mais ça va pas tenir longtemps. On comprend aussi pourquoi il y a cette censure, cette volonté de censurer, de couper les réseaux sociaux en Europe. Tout ça, c'est la fameuse tempête dont on vous parlait. Et je me suis posé la question parce que je savais qu'on doit faire une émission, mais je savais pas comment aborder le sujet en fait, parce que c'est un sujet qui plombe le moral, c'est un sujet qui détruit psychologiquement, et c'est là où ça m'a frappé. C'est là où c'est venu. Justement, on est obligé de parler de comment ce mal est possible. Parce que si on comprend comment ce mal est possible, on va voir qu'en mettant notre tête dans ces sujets-là, nous-mêmes, on se met en danger à devenir la même chose. À devenir des gens colériques, à devenir des gens tellement perdus qu'on pourrait devenir négatif pour la société, pour le monde, pour nous-mêmes, pour notre environnement, pour notre entourage. Et donc, du coup, j'ai ressorti quelques vieilles vidéos où on avait abordé tous ces sujets-là et qui expliquent. Par exemple, on a cette première vidéo, c'est une pilule rouge qu'on avait fait le 7 août 2021, où on avait parlé du fait que parmi les élites, on a donné l'exemple d'Attali et d'un livre qu'il avait écrit sur le cannibalisme. À ses yeux, le cannibalisme, ce n'est pas
un problème, c'est plutôt une solution à quelque chose. Du moins, c'est comme ça qu'était écrit la préface de son bouquin, et il expliquait que la médecine moderne, etc., il faut qu'il fasse tomber le tabou du cannibalisme pour que ce soit ça la nouvelle solution, j'en sais rien, tu vois. Donc, et on avait parlé du fait que ça existe, mais comment ça peut exister? Alors du coup, on avait fait un tour dans le fait que ces histoires-là, c'était l'histoire de Balenciaga. Okay? Ces choses-là existent, elles sont autour de nous, et elles frappent notre subconscient. On vit dans un monde qui nous programme à devenir des psychopathes. Et plus on cherche à s'intégrer dans ce monde de psychopathes, plus on finit par devenir nous-mêmes psychopathes. Un exemple concret, c'est Balenciaga, qui est considéré comme un des vêtements de marque les plus importants. Et puis, si tu es quelqu'un de socialement réussi, tu dois porter du Balenciaga. Donc, tous les stars, et les idoles, et les machins et les trucs portent du Balenciaga. Même si c'est ridicule, ouais. Le problème, c'est que Balenciaga vient avec un ensemble de symbolismes et un ensemble de presque rituels qui préparent le subconscient humain pour devenir un peu psychopathe. Donc, c'est la première approche, tu vois. Et ça existe dans la mode. Ça existe réellement dans la mode. Donc, on avait vu cette histoire-là et ça s'appelait Pilule rouge, une vérité qui fait mal, crime contre les enfants. Première partie, Balenciaga. Et après cette première partie, on avait parlé aussi de la deuxième partie, où là, on avait parlé de l'étendue de la pieuvre, de ces gens-là qui se permettent ces choses-là, comment ils fonctionnent. On avait parlé du réseau. Et si vous voyez à la vignette, Epstein, il est dedans, parce qu'Epstein est une figure centrale dans tout ça. Mais on a aussi Brunel, et on a aussi ce personnage un peu particulier, c'est Ray Chandler. Et on avait dit beaucoup de choses sur elle, parce qu'à l'époque, personne ne la connaissait. Tout ce qu'on savait sur elle, ça venait de Q. Okay? Et il disait, elle est plus que juste une personne. Et on avait vu que Ray Chandler, c'est un anagramme de child handler, tu vois, c'est quelque chose, c'est elle qui gère le stock, on va dire, d'une certaine façon, de cette viande séchée ou je sais pas quoi, tu vois, elle a un rôle d'intermédiaire entre consommateurs et produits. C'est elle qui fait la logistique, quoi. En gros, et du coup, dans les dossiers Epstein, son nom apparaît aussi énormément. Et là-dedans, on vous explique tout le réseau avec Brunel. On explique toutes ces choses-là, tout ce qu'on pouvait savoir à un moment où tout était fait pour passer tout ça sous le tapis. D'accord ? On a fait de notre mieux pour comprendre le plus possible. Mais là où on a fait une dernière émission que je viens tout juste de partager sur X... Si on reste sur celle d'avant, il y a la quatrième personne. Vous la connaissez, c'est évidemment Ghislaine Maxwell. Pourquoi je la mentionne ? Parce qu'aujourd'hui, elle est supposée témoigner au Congrès sous serment. C'est ça, aujourd'hui, 9 février. 9 février. Et donc, voilà, c'est un truc qu'il faut garder sous le coude, parce que c'est important dans le contexte actuel. Et donc, le dernier sujet qu'on avait évoqué aussi, c'était en avril 2021, donc c'est des sujets qu'on garde à l'œil depuis longtemps. On avait parlé du satanisme dans la culture moderne, qui est vraiment encore un rituel pour pousser encore plus loin dans le satanisme. Alors, qu'est-ce que le satanisme ? Et il faut qu'on sorte des superstitions et de toutes ces idées-là. Le satanisme, en hébreu, ça veut dire l'adversaire. Satan, c'est l'adversaire, ok ? Mais dans les écoles gnostiques, ésotériques et tout ça, Satan, c'est l'ego, c'est l'individu déconnecté du reste. Okay? Parce que tu as la version de Dieu où tout est un, et tu as la version satanique où il y a Satan et le reste. Tu vois, il y a une déconnexion qui se fait. Et donc, en gros, le satanisme pousse vers une société égoïste, égocentrique, narcissique, déconnecté du reste. Vous voulez jeter un coup d'œil dans le monde qu'on a créé, à quoi il ressemble exactement ? Vous ne trouvez pas qu'on vit dans un monde comme ça ? Non, mais c'est une évidence, avec une recrudescence des symboles de partout. Franchement, tu as un abonnement Netflix, tu t'en prends quand même plein les yeux régulièrement, si jamais tu consommes leurs produits, quoi. Voilà. Ouais.
Je trouve que pour faire vite, il y a une très très bonne description de ce que c'est la vénération, enfin le satanisme en soi et à quel point il est subtil. C'est dans l'Associé du diable. L'Associé du diable commence sur un procès en pédophilie d'un sœur. Et l'avocat, il se rend compte que du coup, celui qu'il défend, il est coupable. Il s'en rend compte à l'instant T. Et il demande d'un temps une pause. Il va dans les toilettes et là, il a du coup un conflit interne. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Et la figure qui est représentée comme le diable, il dit on ne peut pas les gagner tous. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et justement, et là, du coup, il active l'ego de l'avocat. Et l'avocat choisit. Il gagner tous les procès. Voilà. Il fait une plaidoirie, il fait innocenter justement un homme coupable. Un homme qui s'est coupable. Et c'est tout le principe de la chose. C'est-à-dire qu'il est allé contre la vérité. En ayant déjà la donc certitude. il fait innocenter un coupable et il écrase la victime aussi en l'humiliant et en la faisant pleurer. Petit enfant. Très très bon film. Faudrait le revoir dans le contexte. Ça résume très bien l'idée du satanisme et sa subtilité. C'est parfait ce que tu dis, c'est-à-dire en gros, le diable lui-même, donc joué par Al Pacino, il a poussé l'individu à faire un choix immoral pour défendre son être individuel. Tu vois? C'est parfait. Si vous regardez, j'ai ressorti aussi cette vidéo de Ronald Bernard. Okay? Vous vous rappelez de lui? C'est ce monsieur qui voilà, il ressemble à ça. Et écoutez, voilà, j'ai mis pause parfaitement au bon moment. Écoutez ce qu'il dit. Alors, qui il est? C'est quelqu'un qui avait bien réussi dans le monde de la finance et qui était invité, de par son succès, de monter les échelles jusqu'à ce qu'il a atteint le plafond au-delà duquel il faut qu'il te contrôle pour que tu puisses entrer là. Okay? Et donc, lui, il a passé tout ce processus-là de voilà, j'ai été entraîné, il dit, pour être un psychopathe. Voilà. Et lui, il a décidé de ne pas le faire. Et depuis, il parle de ça, il le dénonce, sauf qu'il ne donne jamais aucun nom parce qu'il dit que, avant d'arriver jusqu'à là où tu signes des contrats et des choses que tu sais, si tu dis un nom, t'es fini. Peut-être pas forcément mort, mais tu n'existes plus socialement, etc., etc. Et donc, tant que je respecte ça, je peux vous parler de ces choses-là parce qu'elles sont même pas secrètes, en fait. Il y a beaucoup de gens qui les connaissent. Et donc, écoutez, lui, ce qu'il a vécu de l'intérieur. J'étais entraîné pour être un psychopathe. Cela a échoué car je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé ma formation et je ne suis pas devenu un psychopathe. Ma conscience est revenue. C'était difficile pour moi car j'avais un bon statut. J'avais du succès. J'avais la confiance des gens qui naviguent à ce niveau-là. Pour être précis, la plupart de ces gens adhèrent à une religion spéciale. Vous avez les catholiques, les protestants, toutes sortes de religions. Ces gens, la plupart d'entre eux, étaient des lucifériens. Et vous pouvez toujours dire que c'est fantaisiste, que Dieu n'existe pas, que rien de tout cela n'est réel. Pour ces gens, c'est la vérité et la vérité et la réalité. Ils servent un plan supérieur immatériel qu'ils appellent Lucifer. J'étais en contact avec ces cercles / réseaux, mais, pardon. Alors, j'étais en contact avec ces cercles, mais je m'en suis détaché parce que pour moi, ce n'était que des clients. J'ai donc fréquenté des lieux appelés églises de Satan. Nous parlons donc là de satanisme. Oui. J'ai visité ces cultes juste comme visiteur, laissés de côté. Ils faisaient leur sainte messe avec des femmes nues, des liqueurs, etc., etc. Cela m'a alors simplement amusé. Je ne croyais pas à ces choses-là. J'étais loin d'être convaincu que ces choses étaient réelles. Ce n'était qu'un spectacle pour vous. Il dit, ouais, c'était un spectacle. Je pensais que le mal était au sein même de ces personnes. Je n'avais pas encore fait le lien, la connexion. J'étais un simple invité dans ces cercles, cela m'amusait de voir toutes ces choses, etc., etc. C'était la belle vie. Mais à un moment donné, j'ai été invité, et c'est pour ça que je vous raconte cela, à participer à des sacrifices à l'étranger.
Dat was het breekpunt. Ça a été le point de rupture. Kinderen. Des enfants. Dat werd je gevraagd. On vous a demandé de le faire? Ik kon het niet. Oui, et je n'ai pas pu faire ça. Wil jij even stoppen trouwens? Voulez-vous faire une pause? Non. En toen Après ça, j'ai lentement commencé à sombrer. C'est important, quand vous voyez toutes ces élites, des idoles, les stars, être tout là-haut et avoir leur moment de dépression, leur moment de... Tu comprends pas comment ils peuvent être malheureux d'être tout là-haut et d'être aussi dépressif et mal. C'est probablement parce que pour accéder à certains niveaux de notoriété, il y a certaines choses que tu dois faire en arrière-plan pour qu'ils te laissent entrer. Je sais que ces choses-là paraissent folles, mais croyez-moi, aujourd'hui, elles paraissent beaucoup moins folles qu'il y a 5 ans, rien qu'il y a 5 ans. Tu vois. Et la raison pour laquelle je parle de ça, on ne va pas aller plus loin, mais vous avez compris le principe. Ils préparent les gens de devenir psychopathes en les poussant à faire des choix immoraux. C'est-à-dire qu'ils leur demandent de choisir commets le mal pour ton bien à toi. Voilà. Si tu fais ça qui est totalement immoral et mal, toi, tu vas recevoir un bénéfice. OK? Et si tu acceptes à le faire, c'est là, en fait, il y a des conséquences réelles, conséquences physiques. Il explique dans d'autres vidéos. C'est la partie de l'empathie, tu sais, le front, comment ça s'appelle? Le frontal, le lobe frontal. Le truc préfrontal. Voilà. Et c'est... Tout ce qui concerne l'empathie finit par devenir de plus en plus petit et ils deviennent psychopathes et ils entrent dans cette mentalité de moi et mon groupe, c'est-à-dire ce groupe-là, le groupe, ou par exemple dans les sociétés secrètes. Bohemian Grove, pour donner un autre exemple. Vous voyez Juste un truc, pour en rester là-dessus, j'ai un petit point à ajouter. Alors il raconte pas le reste de sa vie, ce monsieur, dans son interview. Je suis pas sûr qu'il ait pas eu des conséquences amères et lourdes à payer pour avoir refusé de faire ça. Mais Kanye West, par exemple, Kanye West, ok, à prendre avec des pincettes, c'est un personnage quand même, voilà, je lui donne pas toute la crédibilité du monde à ce type-là. Mais sur ce sujet-là, il dit que lui, on lui a proposé ce genre de sacrifice, qu'il a refusé et que, en représailles, ils ont assassiné sa mère. Il y a eu d'autres témoignages qui allaient dans ce sens-là. Que si jamais tu arrives à ce niveau-là et tu arrives devant la porte et tu dis, ah ben non, j'ai pas envie de plonger dans la piscine, je décide de faire marche arrière. Voilà, c'est alors, tu peux partir, tu peux rentrer chez toi. Donc, là, voilà. Le témoignage, c'est pas fait le lendemain de cette histoire. Hein. Le témoignage est fait quelques années, genre une dizaine d'années après, il explique. Et qu'il a vécu des choses, mais encore une fois, pour soulager sa conscience, il doit en parler et il a trouvé cet équilibre de j'en parle et ceux qui ont les oreilles entendent, mais je le fais de façon à ce qu'il ne m'élimine pas et la seule chose, c'est qu'il ne mentionne pas les noms. Il ne parle pas des milieux spécifiques, etc. etc. Donc, mais il parle de tous ces processus. Tu sais, au tout début, par exemple, ils lui disent il me poussait à investir dans des choses que je savais allaient détruire la vie de milliers de personnes. Tu vois? Et donc là, c'est pareil, c'est un choix immoral pour mon avantage personnel, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'ils font cette préparation-là, en poussant les individus à prendre des choix de plus en plus immoraux pour se mettre en avant. Et ils commencent à construire une certaine inertie qui emmène cette personne-là à devenir un zombie, en fait, un soldat parfait pour une force immorale, tu vois. Et un autre exemple que j'allais donner, c'est tout le monde parlait à cette époque de Bohemian Grove parce que Alex Jones était allé filmer Bohemian Grove, qui est une des sociétés secrètes qui a accueilli des présidents parmi elles, hein, et pas n'importe lesquels. Donc, et il y avait ce rituel où il brûlait une effigie d'un enfant. Pas un vrai enfant, mais une poupée ou un truc comme ça. Et devant une énorme chouette, enfin c'était un truc, et puis ça s'appelait la crémation de l'empathie. La crémation de l'empathie, c'est littéralement un rituel. Alors les gens qui sont là-bas, peut-être au moment même, ils ne le savent pas, mais leur subconscient, il a pris un message très clair, tu vois. C'est l'empathie, c'est pas un truc pour toi, il y a toi, le groupe de gens qui t'entourent, ton Bohemian Grove, et le reste du monde. Le reste du monde, et sont objectifiés, ouais.
Ils sont objectifiés, Voilà. ce sont des outils par lesquels tu vas obtenir ce que tu veux. C'est tout. Exactement. Et en fait, il y a plein de sociétés secrètes qui fonctionnent de cette même façon. Tout ça pour dire quoi au final? Pour dire que quand on est poussé de faire un choix immoral pour un avantage personnel, on est poussé vers la psychopathie, la séparation. Alors, en lisant tout ce qui se passe avec ces enfants, tout ce que ces gens-là ont fait, etc., et quand on entre en profondeur de ces sujets-là, on va être pris inévitablement par un sentiment de haine. Ok? Comprenez bien que cette haine, c'est une des émotions qui nous détache des autres. Et donc, du coup, ça veut dire que ça fait l'effet qui ont les rituels comme la crémation de l'empathie, etc. Ok? Là, quand on va voir ces choses-là, on va avoir envie de vengeance. La vengeance aussi, c'est un élément négatif, toxique, l'esprit de vengeance qui va nous emmener à devenir nous-mêmes des psychopathes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit de vengeance et la haine, si on ne fait pas attention, va nous rendre aveugles. Et on va commencer nous-mêmes à tomber dans des extrêmes, c'est-à-dire pour soulager cette haine et cette envie de vengeance, on est capable de faire du mal à des gens qu'on ne sait même pas s'ils ont fait des choses ou pas, s'ils sont mauvais ou pas, tu vois ce que je veux dire. Point spirituel, c'est quand même, c'est tristement cynique, puisqu'on se met en appliquant la haine, en appliquant la vengeance, en l'extériorisant, on se met dans l'armée du diable, hein, finalement, d'un point de vue spirituel, qui est celui qu'on essaie de combattre à la base. Entre parenthèses, Léo, il y a aussi une émission qu'on avait fait, que je crois que tu l'as pas repostée, mais ça vaudrait peut-être valoir le coup, c'était sur Isaac Capi, qui est à fond sur le sujet. Voilà. Ouais. Et donc, l'idée de cette émission-là, c'est de vous dire que ces sujets-là sont en train de sortir, mais comprenez bien que ça nous met devant une situation très délicate au milieu de l'humanité. Parce que, vous savez, on a ce mécanisme qui s'appelle dissonance cognitive. Okay? Quand une information nouvelle vient et nous demande de remettre en question l'ensemble de notre construction psychologique, étant donné que cette chose-là demande énormément d'énergie et une capacité très forte de reconstruction, et qu'on n'a pas tous, il existe un mécanisme de protection et qui protège justement ce fondement psychologique, cette structure psychologique, et ça s'appelle la dissonance cognitive, et donc qui rejette les informations qui remettent en question l'ensemble de la structure. Mais il arrive à un moment où la vérité t'éclate dans la gueule et au niveau individuel, tu n'as pas le choix que d'accepter cette nouvelle information et donc de devoir restructurer l'ensemble depuis l'intérieur. Okay? Et c'est en général une période très difficile, comprenez, c'est le fameux désert de l'esprit. C'est un effondrement intérieur. Donc, à l'échelle individuelle, par exemple, ça arrive quand il y a quelqu'un qui meurt. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, à qui on compte beaucoup, meurt. Ouais, c'est les phases de deuil, ouais. Voilà. Dans notre structure intérieure, cette personne-là, on faisait partie. Et si on l'enlève, tout d'un coup, elle n'est plus là. Et là, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas continuer à faire semblant que la personne existe. Donc, ta dissonance cognitive, elle ne peut rien face à la mort, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est, voilà, on est... la structure intérieure, selon l'importance de la personne, elle peut s'effondrer totalement. Okay. Dans les phases de deuil, on a identifié que la première phase, c'est le déni. Donc, du coup, la dissonance cognitive que tu as évoquée justement après. La phase suivante, c'est la colère. C'est justement cette force d'opposition totale à ce qui s'est passé et une façon de combattre. Et après, il vient de négociation, etc. Et tout. Voilà. Alors, justement... toutes ces choses-là, elles sont déjà extrêmement dures à l'échelle d'un individu. Maintenant, imaginez que cette chose-là va se produire à l'échelle du conscient collectif. Parce que le conscient collectif lui-même, surtout occidental, il refuse à ce qu'il existe des gens suffisamment psychopathes pour aller commettre ce genre de choses. Parce qu'eux-mêmes, ils en sont incapables. Ils sont incapables même de l'imaginer. Tu sais, je discutais avec Isabella de ces sujets-là. J'essaie de ne pas trop la salir. Elle me dit, mais Léo, moi, je ne peux pas imaginer. En fait, elle a une super imagination d'habitude. Hein. Tu lui parles de certaines choses et pouf, son imagination génère l'image. Mais sur ça, c'est fermé. Et c'est très bien, tant mieux pour elle, tu vois, elle est protégée. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et une fois que notre imagination de l'intérieur se met à... Enfin, il faut faire très attention
parce qu'il se pourrait que nous soyons nous-mêmes soumis à une situation, on peut nous-mêmes devenir psychopathe avec toute cette actualité qui commence là. C'est ça la fameuse tempête. C'est la y a un tempête de truc quand l'esprit. même, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on a dit et répété ces dernières années. On l'a tellement répété, c'est tellement loin les premières fois dont on en a parlé que ça paraît un petit peu limite comme un rêve, quoi. Mais dès le début, ce narratif de Q, ça consistait à en dire quoi? Ça consistait à dire, vous, les complotistes, hein, ok, bon, vous avez traversé une longue période un petit peu de solitude, mais à la fin, vous serez prêts pour que lorsque le monde va s'effondrer, la dissonance cognitive de l'esprit occidental va s'effondrer, il y aura une main tendue vers ces gens qui sont en train de s'effondrer. Moi, je me souviens, j'ai pris connaissance de ce sujet, Epstein et compagnie, c'était avec Meta TV, vous vous souvenez, t'es pas de Meta TV, qui est décédé maintenant, et qui, moi, a fait un gros travail de réveil et de prise de conscience sur notamment ces sujets-là. C'était en 2014, je me souviens, c'était avant que je fasse un grand voyage avec la personne qui est ma femme aujourd'hui. Et je me souviens comment ça m'avait effondré. Mes parents s'étaient fait beaucoup de soucis pour moi parce que pendant quelques semaines, j'étais vraiment au fond du trou. Maintenant, ces choses-là sont en train d'arriver et pas sur un petit média du fin fond d'Internet, mais sont en train d'être validées par les pouvoirs en place auprès de gens qui ont toujours été dans le mainstream. Moi, je savais à quoi je m'exposais en regardant ces émissions. Je savais, j'étais un petit peu préparé à voir ce genre de choses parce que ça faisait un moment que je me posais des questions, mais là les gens ils sont là au supermarché en train de regarder leur petite série à la télé, tout ça, et là d'un seul depuis une semaine on leur dit Epstein, pédophilie, peut-être la semaine prochaine cannibalisme, etc. Ces gens-là, à un moment donné, lorsque la dissonance cognitive aura terminé son travail de déni, ils vont tomber sur les genoux, ils vont dire mais en fait c'est vrai ça, mais alors c'est quoi le monde dans lequel je vis? Et là c'est la catastrophe, et là c'est peut-être cette raison pour laquelle on a été préparé pendant toutes ces années. C'est cette raison pour laquelle on s'est fait insulter, traiter de fou et traiter de dingue pendant toutes ces années. Pas maintenant pour se bomber le torse, se frapper sur la poitrine et dire on avait raison, bande de nuls. Mais c'est pour dire hey, il y a une lumière derrière cette espèce de précipice obscur dans lequel t'es tombé. Il y a un après. Et même cet après, tu vas voir, il est peut-être même beaucoup plus beau que l'avant dans lequel tu te complaisais jusqu'à présent. Parce qu'il sera réel. Parce que cette fois, on ne sera pas enfermé dans une sorte de déni global. Tu sais, je réécoute en ce moment en boucle, en vinyle, la chanson Sounds of Silence. Hello darkness, my old friend. I come to talk with you again. Et de quoi ça parle? La chanson s'appelle... Juste, ça vous dit... Sounds on a fait une émission là-dessus aussi. Silence. Comment? On a fait une émission là-dessus où on expliquait spécifiquement cette chanson. Oui. Si tu l'as fait écouter, on va encore se faire... Non, justement. Donc, ça dit, Okay. Hello, bonsoir obscurité, ma vieille amie, je suis venu te parler à nouveau. Car une vision s'insinuant doucement en moi a semé ses graines durant mon sommeil. Attention, c'est très profond ce qui est dit. Et la vision qui fut plantée dans mon cerveau demeure encore dans le son du silence. Le silence, c'est le déni. C'est le déni. Les sons du silence, c'est les pensées dans le déni. Dans mes rêves agités, j'arpentais seul des rues étroites et pavées, sous le halo d'un réverbère, je tournais mon col à cause du froid, de l'humidité, lorsque mes yeux furent blessés par l'éclat de la lumière d'un néon, d'une fausse lumière donc, qui déchira la nuit et atteignait le son du silence. Et donc c'est une fausse lumière qui va venir éclater le silence. C'est important ce qui est dit. Hein. C'est vraiment une. C'est pas pour rien que cette chanson-là est inscrite dans le collectif. C'est global. quoi la fausse lumière du coup là, en l'occurrence? C'est la question à 100 €. En fait, si tu veux, toute cette histoire-là, tu peux l'apercevoir de deux façons différentes. Soit tu l'aperçois comme des enseignements pour l'humanité, c'est-à-dire genre des choses qui arrivent à l'humanité qui font que on apprend et on grandit, mais on est une unité, ok? Et l'autre version, c'est je prends tout ce qui vient et en fait, je cherche un bouc émissaire pour lui jeter la faute. Tu vois? C'est, en fait, finalement, parce qu'on va pas faire toute la chanson, etc., mais au final, le son du silence que cette chanson évoque, c'est le déni global dans lequel nous sommes collectivement en tant que société. Et ce déni-là, il est sur le point d'arriver à sa fin.
Ce qui est important dans cette histoire-là, c'est de comprendre que nous sommes dans une période où nous sommes appelés d'évoluer individuellement. OK? Individuellement. Le fait de se nourrir de ce genre d'informations, il faut comprendre que là, c'est purement toxique parce qu'il n'y a que des choses négatives qui en sortent. Et nous ici, à DNM, les décodeurs, toute la famille qu'on a construite, etc., qui sont au courant de ces sujets-là, j'attire votre attention sur le fait que vous êtes déjà au courant. Okay? Vous n'avez pas besoin de remettre vos nez dedans. Parce que si vous les remettez, ça vous ramenez dans cet état d'esprit dans lequel ça vous mettait à l'époque, colère, haine, etc., etc. Et quand on ne sait pas quoi faire et on a ce sentiment d'impuissance, on déborde sur notre entourage et puis on commence à devenir un élément négatif pour les gens qui nous entourent, etc. Et puis ça fait les effets inverses. Nous, on a déjà passé tous ces processus-là parce qu'on a fait ça depuis 5 ans déjà et d'autres, comme Alexis, le font depuis avant et d'autres le font depuis très très longtemps, comme je mentionnais Alexandre Le Breton, c'est quelqu'un qui a été assez solide là-dessus et d'autres, on existe encore, j'en oublie peut-être. Nous, on est là maintenant, capables d'accompagner, d'être là pour accompagner, d'être là pour ne pas juger, comme Rudy a très justement dit, pour ne pas se bomber le torse, pour ne pas se taper le torse, et surtout faire attention à ce que dans ce désert de l'âme dans lequel on va tous, qu'on fasse en sorte à ce que cette chose qui se reconstruit, ça soit quelque chose de naturel. Parce que le danger face auquel nous sommes, c'est que si l'humanité est détruite psychologiquement, okay, c'est que là, il y a une entité qui prend cette opportunité-là pour les reconstruire à son image à elle. D'accord ? Ouais, comme l'histoire de Moïse et le veau d'or. Voilà, exactement. Il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui vont venir avec les veaux d'or et qui vont vous dire « regardez, le mal, il est comme ça. Alors, si le mal existe, c'est parce que c'est ça. Et eux, du coup, c'est les méchants. Et vous, vous êtes dans le camp des gentils. Du coup, il faut éliminer les méchants. Et du coup, nous, on est les gentils et puis on va dominer le monde. Parce qu'on est gentils et les gentils méritent de dominer le monde. C'est même écrit sur la Bible, tu vois. Et donc, il faut faire très attention de ces moments-là, des veaux d'or, etc. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu vous appelle depuis l'intérieur. Okay? Tout ce qui apparaît à l'extérieur, ce sont des signes qui sont censés vous pointer l'intérieur. Votre autorité, on a déjà fait plein d'émissions dessus, ne la donnez pas à n'importe qui. Ne laissez pas d'autres personnes définir pour vous ce qui est vrai ou pas. Commencez à faire ce travail à l'intérieur. Commençons à nous préparer pour cette période de désert spirituel. Commençons à nous préparer pour cette période d'effondrement psychologique des masses, parce que ça a déjà commencé à observer autour de vous. Moi, je le vois dans mon environnement, des personnes assez fragiles psychologiquement. Elles sont maintenant confrontées au complotisme, entre guillemets, mais avec tout le côté barbare des médias mainstream où ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas compétents, ils comprennent pas grand-chose, tu vois. Et ils disent ce qu'on leur dit de dire, et puis voilà. Donc, essayons d'être attentifs. Et cette émission n'a pas pour but de remuer encore une fois la merde pour la ramener à la surface. C'est plutôt pour vous dire, l'actualité va le faire. Soyons prêts à ce que nous-mêmes, nous ne sombrons pas dans l'obscurité et à faire en sorte à ce que les gens qui nous entourent ne sombrent pas dans l'obscurité et suivre plutôt la direction de Moïse plutôt que les veaux d'or. Parce que je vais vous dire quelque chose, tout ce qui dit l'histoire sur la terre promise est faux. C'est faux. La terre promise, Moïse, il la cherche toujours. La terre promise, elle n'a pas encore touché, parce que la terre promise de Moïse, elle n'était pas sur une échelle géographique, elle n'était pas sur une échelle spatiale, c'était sur une échelle temporelle. Moïse a planté une graine. Mais cette graine, après, d'autres sont venus ajouter des choses dessus, essayer de la détourner, de la contourner, et on a fini avec des religions. Mais Moïse ne voulait pas une religion. Le Christ ne voulait pas une religion. Le Christ, il traitait les religieux de prostituées. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour Mahomet, je suis un peu moins compétent, mais Mahomet, il a eu l'avantage de convaincre ceux qui écoutaient son message à rester fidèles. Et les musulmans,
ils ont un avantage spirituel sur les autres en ce moment. Parce que leur foi est plus forte que celle des autres. Donc, voilà, il y a quelque chose qui les maintient. Alors, je ne sais pas comment finir cette émission autrement que par ces mises en garde, parce que si vous ne les voyez pas encore, les sujets, c'est parce que Framework Design fait de son mieux pour les passer sous le tapis, mais encore une fois, la boîte de Pandore a été ouverte. Et maintenant, la dernière chose qu'on doit réaliser, c'est que si nous, on prend conscience de ça maintenant, dites-vous bien que le département de justice américain, on a conscience depuis longtemps. Et s'ils se sont permis à sortir les dossiers, c'est qu'ils ont déjà fait tout le travail d'investigation, à trouver tout le réseau, à nommer tout le réseau, à faire tomber une partie du réseau déjà, d'où la disparition des MS-13 et d'autres grands gangs, parce que ce sont ceux-là qui étaient les chasseurs. Tu sais, ils allaient chasser la viande sauvage. Ils kidnappaient des enfants. Et c'était eux qui étaient la main sale de tout ça, en fait. La mafia albanaise l'est aussi, clairement. Toutes les mafias, de toute façon, on sait que ces gens-là, elles fonctionnent avec les mafias les plus puissantes du monde. Et donc, nous sommes face à ces changements-là. Essayons de garder toutes ces choses-là en tête. Les gars, si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas. Le processus, il est lancé. Quoi qu'il en soit, le processus de cette justice-là, humaine, à ce moment-là, il est lancé. C'est-à-dire qu'on a exposé quelque chose, on a créé la demande à ce que ces choses soient investiguées, que les coupables soient remis devant la justice, qu'ils s'expliquent et qu'ils soient punis derrière. Voilà, ce processus est lancé. Ça nous appartient pas. C'est ni moi, ni Rudy, ni Léo, ni qui que ce soit qui va les juger. Ce sont les gens qui ont la compétence pour, en fait, à qui l'autorité de l'État a été donnée pour. Et on a parlé justement de cette comparaison de biblique un peu. Il y a un moment dans la Bible où le Christ, il est dans le bateau avec les gens et il y a la tempête qui se déclenche. Et à un moment donné, lui, il est serein, presque, je crois qu'il s'est assoupi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, il s'est endormi, ouais. Et c'est important. Ça, c'est un passage. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, s'assoupir? Il est allé vers à l'intérieur. vers l'intérieur de lui. Et pendant que tout le monde était là à paniquer, etc., il s'est réveillé. Mais attendez, mais vous êtes des gens de peu de foi ou quoi? C'est ça qui vous fait peur? Et qu'est-ce qu'il s'est empressé de faire ensuite? Justement, dans cette sérénité qu'il a su trouver au milieu de la tempête, il est allé sauver ceux qui étaient en train de se noyer. Les marins qui étaient en train de se noyer. Et ça, il y a quelque chose vraiment à méditer parce que l'eau et la tempête sur l'eau, ça représente aussi les émotions. C'est ça. Très souvent. Et les émotions seront extrêmement secouées. Très souvent, c'est littéralement le symbole des émotions, en fait. Voilà. Et il y a des gens qui vont commencer à se noyer dans leurs émotions, surtout devant des révélations aussi indescriptibles. Et chacun va tomber dans les siennes. Donc, il faut qu'il y ait un mât, il faut qu'il y ait une main tendue pour pouvoir aider les gens à s'accrocher et retrouver la terre ferme. Tu sais, finalement, Nico, avec ce que tu dis... Ouais, vas-y. Mais c'était très bien ce que tu dis, là. C'est très intelligent. Mais non, vas-y, parce que moi, c'est un petit peu... c'est pas directement lié. Donc, enchaîne-toi sur ce que... D'une certaine façon, ce qu'on a fait, parce que je vous ai toujours dit, et d'ailleurs, les gars, vous pouvez confirmer ou fact-checker si je dis c'est vrai ou pas, que je n'ai aucune idée de ce que je fais avec ADNM, les décodeurs, etc. Je ne sais pas. Je sais juste, mon intuition me dit... Hein? Je confirme, c'est comme ça que ça se passe. Je confirme que c'est comme ça que ça se passe depuis 5 ans. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et donc, on ne sait pas trop où on va, ce qu'on fait, mais je sais juste qu'on doit faire ça. Et maintenant, je commence à réaliser que d'une certaine façon, pour suivre l'exemple de Nikolai, on a fabriqué ce petit bateau sur lequel nous sommes actuellement. Et la tempête se lève. Alors, le Christ est avec nous, c'est pour ça. Un truc à dire qui est un petit peu plus peut-être matérialiste, et comme ça tu concluras sur une note un peu plus positive. Il va y avoir une réaction en face. Vous le savez. Ah non, mais j'ai pas fini, on n'est pas en train de finir. Juste laisse-moi finir mon exemple et on continue. Non. Pardon. On a dit on a encore 25 minutes, ça va. Okay. Donc on a construit ce bateau, ok? Nous-mêmes, nous sommes sur ce bateau-là. Et on voit la tempête se lever. Et du coup, le Christ est avec nous. C'est pour ça qu'à chaque live qu'on fait, si vous regardez dans les articles des émissions, il y a toujours cette partie qui est là.
qui est là et qui rappelle, c'est où? Voilà, Yeshua, le Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et notre guide est protecteur. C'est-à-dire, c'est l'être qui est assoupi au milieu de notre bateau et qui est là pour qu'on le réveille quand c'est nécessaire. Mais si on peut lui éviter de le déranger, on peut aussi nous-mêmes être capables de garder en tête, tu vois, qu'il est avec nous. Et du coup, si on le réveille ou pas, ça ne change rien, il est avec nous quand même. Vous comprenez? Et les eaux vont se calmer pour qu'on puisse, nous, avancer dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça, et c'est ça la fameuse raison pour laquelle dans notre bateau, il y a Yeshua le Christ, et il y a d'autres bateaux sur lesquels il est aussi. Donc, voilà. Oui, Rudy. Maintenant, on peut retourner sur quelque chose de plus haut, d'un autre niveau, parce que ce sont des précautions que tu donnes. C'est pas matérialiste, c'est juste des précautions normales, en fait, qu'on doit prendre en compte, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction en face, et d'ailleurs, cette réaction, elle a déjà commencé. Il y a des Jeux Olympiques à Milan. Je vais être franc avec vous, je l'ai un peu appris. Tiens, il y a des Jeux Olympiques là maintenant qui commencent. Vous avez vu un peu le bordel que c'est à Milan? Les antifas, il y a des émeutes, ça caillasse, ça matraque dans tous les sens et des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, la Babylone, elle va utiliser toutes ses armes pour pas s'effondrer. Et les Jeux Olympiques, c'est l'arme, on va dire, ça a été, c'est peut-être moins aujourd'hui, mais l'événement collectif mondial de l'ampleur la plus importante. Et aujourd'hui, quand tous les yeux, beaucoup moins. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dieux, de pères dieux, de normies, on va dire, hein, de gens dans le mainstream qui ont leurs yeux tournés vers ça. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne. Si vous êtes en Italie, bon, alors il y a peut-être pas beaucoup d'Italiens qui nous regardent, mais allez pas foutre les pieds là-bas. Et même de manière générale, tous les grands rassemblements, les grandes collectivités organisées par la télé, par l'État, par ce que vous voulez, moi j'y foutrais pas les pieds, moi. Donc voilà. On veut pas être des prophètes de malheur. Il faut juste être conscient. Un animal sauvage, ok, est hors de contrôle. Quand il se trouve coincé, c'est là où il est le plus dangereux. Donc, si on est conscient de ça, voilà, c'est tout. C'est, pour moi, cette panique, Rudy, et cette peur-là, elle se manifeste plutôt dans la conversation ouverte d'interdire les réseaux sociaux, tu vois, déjà pour les mineurs, et puis après, essayer d'étendre, attaquer les VPN, toutes ces choses-là. Mais je ne pense pas que ces choses-là vont pouvoir gagner. Rien ne peut empêcher la vérité de sortir en ce moment dans le monde qu'on a créé. Rien, absolument rien. Et donc, il va avoir peut-être des faux drapeaux, c'est ça que tu dis. Peut-être pas. On ne veut pas être des prophètes de malheur et on ne veut pas mettre des choses négatives dans la tête des gens. Moi, je dirais plutôt, n'ayez aucune crainte. Si vous voyez des grandes vagues venir, rappelez-vous que dans notre petit bateau, il y a Yeshua qui est avec nous et qui nous protège et qui nous guide. Et c'est le cas aussi pour d'autres. Encore une fois, c'est pas pour chercher le monopole du Titanic, tu vois. Non, c'est un petit bateau qu'on a. C'est pas le Titanic. On a une petite communauté qui est quand même composée de quelques dizaines de milliers. Mais le Titanic, t'aurais pu prendre notre bateau. Non, mais justement, c'est pour ça j'ai dit le Titanic. Il voulait le monopole de je suis impossible à noyer. Et du coup, il est tombé. Nous, on prétend à rien. Tu vois, on prétend juste. Enfin, on prétend que Yeshua est avec nous, le Christ est sur notre bateau. Mais ça, si la Bible existe, si des textes anciens existent, si tous ces prophètes anciens existent, c'est pour parler de ces choses-là et de ces temps-là dans lesquels nous sommes. Et nous avons, nous, dans notre culture occidentale, le Christ qui nous guide, tu vois. Et donc, il y a plein d'autres bateaux. Il y a plein d'autres... C'est ça qui est magnifique, c'est que je vois des communautés se former dans ces moments-là. Je vois des groupes de personnes se rassembler et commencer à fonctionner différemment. Et en fait, c'est sur ça qu'on doit se concentrer. C'est dans la tempête, aller à l'intérieur, s'assoupir. On a besoin de s'assoupir. La raison pour laquelle on s'est pris tout ça dans la gueule avec un peu d'avance, c'est pour que dans cette période-là, on puisse pleinement absorber cette énergie qui nous vient du soleil, cette lumière et toutes ces nouvelles choses qui nous poussent vers une nouvelle humanité. Mais on doit aller vers l'intérieur, on ne doit pas aller chercher à convaincre l'extérieur, on doit aller dans un état d'observation intérieure, dans un état de
pardon intérieur, parce qu'on prendra conscience, tu sais, tous ces gens qui nous ont attaqués, quand leur dissonance cognitive va s'effondrer, pour certains, parce que ça va peut-être pas arriver pour tout le monde, vous vous rendez compte de la culpabilité de quelqu'un qui réalise qu'il a été complice malgré lui à des crimes? Moi, pour cette personne-là, j'ai de la peine. Je ne vais pas être là, lui dire, mais tu vois, je t'avais dit, tu aurais dû m'écouter. C'est pas ça le but. J'ai de la peine pour lui, et si jamais il y a des gens comme ça qui nous tendent la main, on acceptera volontiers. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est à ce qu'on traverse tout ça ensemble et qu'on profite de cette opportunité pour nous unir. Et de faire attention à ne pas consommer trop de poison. Parce qu'encore une fois, l'actualité, à partir de là, elle devient chaotique, elle devient venimeuse, empoisonnée. Cherchons quelque chose de plus sacré, quelque chose de plus éternel, de plus solide. Cherchons l'union dans ce qui est réel, en fait. Vous savez, il y a, et j'en ai parlé la dernière fois, le Dieu dont Moïse parle, Yahweh, à la base, ça veut juste dire « je suis ». Qu'est-ce que le « je suis » ? C'est la conscience. C'est ça. Dieu, c'est ça. L'aspect interne de Dieu, c'est ça. L'aspect extérieur, c'est le subconscient divin, c'est toute la réalité qui se manifeste devant les yeux. Tout ce qui est derrière les yeux, pas derrière la tête, derrière les yeux, c'est Dieu. Okay? L'aspect conscient de Dieu, et tout ce qui est devant les yeux, c'est l'aspect subconscient de Dieu, du divin. C'est juste ça, en fait. Et donc, c'est ça que Moïse avait compris. Et tous ceux qui viennent te parler d'un Dieu extérieur, qui te regarde, qui te dit hey, psst, attention aux autres dieux, parce que, écoute, moi, je suis jaloux. Hein. Non, en fait, non. Dieu, c'est ni plus ni moins le rêveur de cette réalité dans laquelle nous évoluons, et nous sommes tous des projections de lui. Il vit en nous, on vit en lui, et tout ça. Et ça, c'est un point d'union. L'autre point, c'est de commencer à se séparer, de commencer à voir tout ce qui est comme problématique, comme destructeur, comme l'ennemi, tu vois, l'adversaire. Et quand on entre dans cette mentalité d'adversaire, bah, c'est notre groupe contre l'autre. Sauf que oui, mais attends, Dieu, c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut sortir de cette idée noir ou blanc et de cette dualité-là, dans ce cas précis, et revenir, prendre de la distance pour éviter d'être emmené avec. Parce que je vous dis, à la fin, un camp, il sera jugé pour ses crimes, et l'autre camp, il sera jugé pour sa culpabilité et de son implication dans tout ça. Et c'est là où on ne doit jamais oublier ce que le Christ a fait sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-les. On a été pardonné, la conscience globale a pardonné l'individu dans son ignorance, dans sa bêtise, dans son arrogance. Et dans ces moments-là, nous devons essayer aussi de nous pardonner, mais nous pardonner pour pas qu'on recommence les mêmes choses. C'est pour qu'on va vers quelque chose de nouveau. C'est clair ce que je dis là ou Oui, je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. Moi, j'ai vois, tu sais, je me suis dit, pourquoi est-ce que l'ange le plus aimé de Dieu, enfin, je pense pas qu'il était le plus aimé, mais il devait être aimé autant que les autres, qui étaient Lucifer ou le diable, le Satan, à un moment donné, il s'est retourné contre lui, parce que, et après je me suis dit, mais parce qu'il fait partie de la création. Et après j'ai réfléchi à une autre phrase, la meilleure ruse que j'ai jamais réussi, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. Le truc, c'est que, justement, vu qu'on vivait dans l'inconscience, beaucoup on vit dans l'inconscience et dans le déni par notre ego, de notre part obscure et justement du diable qui peut nous manipuler. De l'instant où on le conscientise, qu'on prend conscience, à un moment donné, on ne peut plus être manipulé par lui. C'est-à-dire que quand tu mets la lumière sur ta part obscure, tu ne peux plus être manipulé. Donc du coup, tu auras beaucoup plus de difficultés à tomber dans le vice, le péché, les pratiques qui sont évoquées dans les dossiers Epstein, etc. Mais il est là, il est nécessaire pour quelque chose, il est nécessaire dans cette existence et cette création. Le tout n'a jamais créé quelque chose d'inutile. C'est pas, il n'est pas nécessaire. Non. Attention, il y a une différence entre nécessaire et conséquence de. Ok. Bon, je dis pas que Epstein est nécessaire pour que le monde se réveille. Non, je dis que Epstein,
où ces rituels sont une conséquence d'une humanité qui a fait le choix de l'individualisme plutôt que du collectif, le nous contre le je, tu vois. Et donc, et ça, c'est une conséquence. Et on ne va pas combattre cette conséquence-là, c'est ce symptôme-là, simplement en éliminant ces gens, parce que d'autres vont les remplacer. Si on ne cherche pas le problème à la cause, et on remonte la causalité, du coup, on ne va pas pouvoir guérir ça. Et si on remonte la causalité, on va comprendre qu'un humain déconnecté du divin, la finalité, c'est ça. Ça arrive là. La déconnexion absolue, où ils arrivent à des rituels ou à des choses pour leur avantage personnel, où il y a des élevages d'êtres humains, carrément, tu vois. Et ça, c'est juste pas... Déjà, l'élevage d'animaux, c'est pas acceptable, mais êtres humains, c'est vraiment... ça montre beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas que le mal est quelque chose de nécessaire. Non, le mal est quelque chose qui vient comme conséquence. Vous voyez à Matrix, le mérovingien, il dit, mais vous venez ici, vous savez même pas pourquoi vous êtes là, mais en réalité, il n'y a qu'une seule chose, c'est la causalité. Causalité. Ce qui est en train de se passer là, c'est la conséquence d'une humanité qui a choisi le chemin de la chute. Pendant les fameuses 30 glorieuses, pendant que la France gagnait énormément d'argent, il le gagnait sur le dos d'autres personnes et surtout sur le dos des générations futures. Et maintenant, les générations futures qui sont là, elles le voient, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, c'est une conséquence. Il y a des raisons. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. On peut... Ouais. Voilà, bref. Je parlais pas de nécessité très... d'Epstein. Attention, quand je dis que s'il existe, c'est qu'il y a eu le diable. Hein, moi, je parle. Oui. C'est que c'est pas les c'est pas les humains enfin, c'est pas les hommes qui l'ont créé à proprement dit. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que juste sortir du déni, c'est mettre la lumière sur le diable, enfin le priver de son pouvoir sur nous. Oui. Parce que si il aurait pu être détruit, mais il fait partie de cette existence. Il est là. Il est là. En il fait, est là comme le moins un. À la base, on est censé être un enfant humble devant Dieu. Ça veut dire quoi? Humble devant la vie. On laisse la vie nous enseigner, nous guider. Voilà. Et quand on se rebelle contre la vie, parce que je veux continuer à fumer, mais je veux pas avoir les maladies que ça emmène, tu vois. Je veux continuer à baiser à gauche, à droite, mais je veux pas choper les MST. Je veux continuer à manger comme un porc, mais je veux pas grossir. Tu vois ce que je veux dire? Quand on se met là, dans ce truc-là, on se rebelle contre la réalité elle-même. Et c'est ça, Satan, en fait. C'est-à-dire, l'individu, il dit, non, mais moi, pour mon kiff personnel, j'interdirais dans la réalité de grossir, c'est pas bien. On pourrait se goinfrer. Ben non, on peut pas se goinfrer sans qu'il y ait des conséquences. Parce que cette réalité, elle fonctionne comme ça. Tu vois? Et le problème qu'on a, c'est qu'on a l'adaptabilité qui est bien, mais que si on n'est pas conscient d'elle, on peut s'adapter à tout n'importe quoi, y compris dans la faiblesse. Et quand on s'adapte à la faiblesse, c'est une spirale qui nous tend vers le bas et qui nous pousse vers la faiblesse ultime où on n'assume tellement pas nos vies qu'on préfère tuer quelqu'un plutôt que d'assumer les conséquences de nos actes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais toutes ces choses-là pour dire, on a un travail spirituel énorme à faire dans les temps à venir. On est dans un petit bateau, la tempête se lève, Yeshua est avec nous, ok? Faisons comme lui, partons nous assoupir un peu, nous reposer, parce que nous avons porté cette croix de ces révélations-là depuis des années maintenant, et essayons de transformer cette situation qui pourrait être très dangereuse pour l'état psychologique et spirituel des gens, en quelque chose de favorable. Profiter pour pousser les gens à se rapprocher à eux-mêmes, qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes, qu'ils cherchent la paix à l'intérieur. Ok? Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, les gars. Je pense que c'est un bon moment de fermer cette émission, de clôturer. Et on prie pour que ça se passe bien. On prie pour que ces révélations-là ne détruisent pas psychologiquement une grande partie des gens. On prie pour que ça se passe bien et qu'on soit pris par une émotion d'une volonté d'union plutôt que d'une émotion de vengeance, de haine et de destruction.
Voilà, c'est ça ma prière. C'est cherchant l'union, la paix, le pardon, voilà, le pardon à nous-mêmes aussi. Hein. Soyez pas trop dur avec vous-même et voilà. Donc si vous avez un dernier mot à dire, les gars, on peut. Sinon, on peut passer directement. Bah moi j'ai juste un dernier mot, c'est-à-dire que pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la vérité, et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Voilà. En attendant, on y va dans cette direction, mais le chemin est tortueux et le vent est fort. Mais on y arrive. On y arrive. Voilà. Bientôt, on connaîtra la vérité, la paix et la justice. Rien à ajouter là-dessus. Moi, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. On vous aime vraiment très fort et on vous dit merci de nous avoir aidés à construire ce bateau parce qu'on l'a vraiment fait ensemble. Et comme toujours, n'oubliez pas de partager cette émission et de nous soutenir si vous pouvez vous le permettre à travers notre site. Tiens, parce que ça on a oublié. À travers notre site, voilà, sur la section Soutenez-nous. Et encore une fois, merci pour tout. Merci à tous ceux qui le font. Et on vous dit à très bientôt. On va essayer de marcher ensemble ce petit bout de terrain dans la tempête, quoi. Ou plutôt ce morceau de mer dans la tempête. On va essayer de le faire ensemble. Soyez tous bénis et que la paix vous accompagne.